Je vais demander à Monsieur André Merlin, qui est président fondateur de RTE, de venir faire une intervention courte. On a dit 5 minutes. Et je vais vous céder mon pupitre. Je suis sympa. Bien, mais merci de me donner la parole. Je dois dire tout de suite que, étant le fondateur de RTE, que j'ai créé en 2000, juillet 2000, je ne partage pas du tout les orientations qui sont celles de la direction actuelle de RTE. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai été auditionné par la commission d'enquête parlementaire du Sénat sur le prix de l'électricité, et j'avais présenté un scénario qui finalement n'était pas très éloigné de celui qu'a esquissé, manque de temps je pense, Xavier Moreno, et qui consistait par rapport aux orientations de la PPE 3 à diviser par 4 la part des renouvelables intermittents. Et grâce à cela, on économisait de l'ordre de 300 milliards d'euros en investissement. Voilà. Alors, je vais essayer de dire pourquoi, effectivement, au travers des énergies qui permettent effectivement de produire de l'électricité de manière peu carbonée ou décarbonée, quelle est la différence essentielle entre des moyens qui sont pilotables, essentiellement l'hydraulique, qui est sans doute le meilleur moyen de piloter le système électrique, parce que, du fait de sa flexibilité. Malheureusement, les capacités d'installation sont limitées en France et ailleurs en Europe également. Le nucléaire, qui certes n'a pas la flexibilité de l'hydraulique, mais qui, grâce aux innovations qui ont été faites par la France en récupérant le modèle de Westinghouse en 1973, permet effectivement un suivi de charge. Et puis de l'autre côté, vous avez des énergies intermittentes, les énergies éoliennes et solaires. Non seulement elles sont intermittentes, c'est-à-dire qu'elles sont, on l'a dit tout à l'heure, elles sont soumises aux aléas de la météo, d'où ce qui s'est passé en Allemagne le 12 décembre, où effectivement il y avait une panne de vent, une panne de soleil, c'était à 19h le soir, et l'Allemagne a été en déficit de 17 gigawatts, tenez-vous bien, 17 gigawatts, qu'ils ont importés en catastrophe, dont 13 gigawatts venant de France. Donc voilà la situation. On a une situation, disons, complètement chaotique. Et ce que je voudrais dire de ce côté-là, c'est que ces énergies renouvelables sont non seulement non pilotables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas produire de l'électricité au moment où on en a véritablement besoin, nécessairement besoin, mais elles ne participent nullement au contrôle de la stabilité du système électrique. C'est pas dit ça, c'est mis, disons, c'est caché. Il faut savoir qu'un grand système électrique interconnecté, comme celui qu'on a en Europe, le plus grand qui existe dans le monde avec celui de la Chine, exige qu'en permanence, on contrôle en temps réel la fréquence. Vous savez que l'électricité se distribue en courant alternatif, sauf quelques exceptions. La fréquence, la tension et le courant. Or, les énergies renouvelables intermittentes ne permettent pas ce contrôle en temps réel de la fréquence, du moins dans l'état actuel de la technique. Donc, ce que j'ai qualifié lorsque j'ai été interviewé sur une radio nationale, ce sont des passagers clandestins du système électrique interconnecté, il faut le savoir. Donc, on ne peut pas faire fonctionner un système électrique interconnecté comme on a actuellement en Europe et ailleurs dans le monde s'il n'y a pas une part suffisante de moyens pilotables, au moins plus de 50%. Donc imaginez, comme l'avait fait l'ADEME,
qu'on peut effectivement faire fonctionner un système électrique uniquement avec des renouvelables intermittents. Je l'avais qualifié lors de mon audition de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la perte de souveraineté énergétique comme de la carabistouille. De la carabistouille. On ment. Carrément. Il n'est pas possible, effectivement, de faire fonctionner. Et il faut au moins, et encore, 50%, c'est déjà beaucoup. Donc, imaginons, effectivement, et projetons-nous en 2035, avec la quantité de renouvelables intermittents qu'on va avoir au niveau de l'Europe. Le système n'est plus contrôlable. Donc, la conséquence, c'est non seulement une augmentation des coûts, des prix de l'électricité. Et si j'ai des questions là-dessus, je veux bien y répondre, parce que le prix de l'électricité pour les particuliers va plus que doubler. Il faut le savoir. Parce que les énergies renouvelables sont subventionnées. En règle générale, elles sont subventionnées. Mais le risque le plus grand, c'est un risque de blackout. Qu'est-ce que c'est que le blackout? Ce n'est pas simplement des délestages. C'est un effondrement immédiat du système électrique. Tout le monde est dans le noir. Et pour les plus anciens qui sont ici dans la salle, ils doivent s'en rappeler. On a eu en 1978 un blackout. J'étais jeune ingénieur à EDF et je peux vous dire que ça a été une situation extrêmement difficile. En 1987, on a eu un nouveau blackout. Je n'ai pas le temps de développer. Et récemment, il y a eu 2 blackouts très significatifs. L'un qui vient de se produire au Chili et dont l'origine est vraisemblablement liée aux renouvelables intermittents, et au Brésil en 2013, où du fait de l'excès d'éoliens dans le nord-est du Brésil, les 3/4 du système électrique brésilien ont été mis dans le noir. Il y a d'autres blackouts qui ont précédé sur des systèmes plus petits. Je vais citer simplement, et je m'arrête là, je vais simplement citer le cas de l'Australie du Sud, qui était le champion des énergies renouvelables intermittentes. Mais je peux vous dire qu'ils ont eu un blackout en 2016, qui, à plusieurs reprises d'ailleurs, qui a provoqué une crise politique, démission du gouvernement. Et le nouveau gouvernement, qu'a-t-il fait pour restabiliser le réseau? Il a commandé en catastrophe des turbines à gaz de plusieurs milliers de mégawatts. Voilà ce que je voulais dire. Merci.